Donc maintenant qu'on a bien mis l'accent sur l'importance de distinguer l'effet du déficit azoté de l'effet du déficit hydrique, où en est-on des dernières connaissances sur le déficit hydrique? Donc pour cette raison, on a pensé qu'inviter Sylvain allait être très intéressant, parce que Sylvain ne vient pas initialement de la vigne. J'ai pris mon papier. Il est à l'interface physiologie, écologie et biologie évolutive des plantes, à l'UMR BioGéco de l'INRA Bordeaux. Et c'était pertinent d'écouter le regard et les résultats de Sylvain, puisqu'il a fait très sec de la mi-juillet à la mi-septembre. Et dans ce contexte, compte tenu de ce qu'on sait pour nuancer l'effet du déficit azoté par rapport à l'effet du déficit hydrique, que sait-on de la résilience de la vigne? Quel est son niveau de résistance à des stress hydriques qui se développent de manière rapide et sont très sévères? Donc on va avoir avec Sylvain une approche un petit peu plus théorique, mais c'est un éclairage qu'on pense est fondamental pour éclairer les conséquences des pratiques qu'on décide avant finalement que le déficit hydrique vraiment se déploie sur la plante. Donc Sylvain, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci pour le restaurant de midi. On va voir si les crus classés améliorent les présentations de l'après-midi. En tout cas, j'étais un petit peu malade ce week-end, je sens plus rien, donc il y a déjà un premier effet. Alors effectivement, je vais faire un exposé beaucoup plus fondamental sur l'écophysiologie et notamment le fonctionnement hydraulique de la plante, c'est-à-dire comment la plante va transporter l'eau au sein de son appareil vasculaire qu'on appelle le xylème, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a énormément de débats qui font rage depuis une dizaine d'années, mais si on regarde bien dans la littérature, depuis 4 siècles. Donc j'ai choisi ici d'avoir une approche un petit peu historique pour vous présenter ce débat. Sachant que la vigne est la plante modèle pour les hydrauliciens à travers le monde, et comme on peut le voir ici, alors comment fonctionne ? Comme on peut le voir ici sur cette première photo en microscopie par Groulx, il y a plus de 3 siècles, on voit que sa plante modèle, c'était la vigne. Et donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en hydraulique des plantes sur la vigne, et pourtant, à l'heure où je vous parle, c'est sans doute la plante pour laquelle nous avons le moins de connaissances. On ne comprend pas très bien comment fonctionne le système hydraulique de cette espèce. Alors que pour d'autres espèces comme les arbres, vous allez le voir, j'ai mis quelques références, on comprend très très bien et la théorie et les mesures collent parfaitement. Donc je vais essayer d'éclairer tout ça avec une approche un petit peu historique, puisqu'il y a 4 siècles, le premier chercheur, Hooke, à avoir fait des observations au niveau du bois, avait observé ici donc rapidement des pores au niveau de ce bois. Il en avait conclu que c'était des vaisseaux et que ces vaisseaux transportaient la sève. Alors bon, vous allez dire rien de très révolutionnaire, mais à l'époque c'était déjà une proposition assez forte. D'ailleurs, un siècle plus tard, ce chercheur a été contredit par Groulx, qui lui, sur la vigne et ici sur le hêtre, sur le frêne, pardon, montrait qu'il y avait bien ici des pores, mais que c'était plutôt des trachées qui transportaient de l'air à travers la plante. Et donc toute cette partie ici était remplie d'air, que l'appareil vasculaire ne servait juste à faire circuler de l'air et que la sève, elle était plutôt transportée dans ce qu'il appelait l'écorce ici, donc par exemple le phloème. Donc on voit qu'il y a déjà un gros débat, alors qui a forcément raison. Alors je vous passe les détails, mais on sait à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, que la sève est transportée dans les vaisseaux, mais ce n'est qu'au début du XXe siècle que 2 chercheurs américains, Strasburger et Dixon, ont vraiment posé les bases de la théorie de l'hydraulique des plantes, avec un livre qui fait toujours référence, qui s'appelle Transpiration and the Ascent of Sap in Plants. Et ce livre, l'intégralité de ce que l'on connaît à l'heure actuelle est déjà décrit à l'intérieur. Et donc ce qu'il propose, c'est simple, la sève, elle est transportée dans les vaisseaux. Cette sève, elle est sous tension, c'est-à-dire que c'est une pression qui est négative. Le potentiel hydrique d'une plante est toujours négatif, moins 10 bars ou moins 1 mégapascal. Et puis il y a une cohésion entre les molécules d'eau, les liaisons hydrogènes, qui font que quand on tire une molécule d'eau en haut de la plante, elle va tirer toutes les autres molécules d'eau, qui fait qu'il y a une absorption au niveau du sol. C'est un mécanisme qui est physique, passif. Et donc cette transpiration, on dit qu'elle est dans un état métastable, c'est-à-dire un équilibre instable,
qui fait qu'à tout moment, il peut y avoir rupture de cette colonne d'eau. Et c'est ce qu'on appelle le mécanisme de cavitation, dont je vais parler aujourd'hui, ou embolie, comme l'embolie pulmonaire, si vous voulez. Alors, cette théorie s'appelle la théorie de la tension-cohésion, et elle fait toujours foi à l'heure actuelle, mais par contre, elle a été critiquée de nombreuses fois. Je ne vais pas parler de tous les détails, mais j'en ai pris un au hasard. Ici, c'est un chercheur australien en 97 qui a publié un article, Martin Cani, disant que la théorie de la tension-cohésion était complètement à réfuter, car lui, par observation en cryomicroscopie, observait que les vaisseaux étaient pleins de sève le matin, pleins d'eau, et à midi, ils étaient tous remplis d'air. Donc il y a cavitation tous les jours, et la plante, notamment la vigne, fonctionne avec des vaisseaux pleins d'air. Donc là, on revient 2 siècles en arrière, voire 3 siècles en arrière, avec Grou, en disant le bois transporte finalement de l'air et non pas de la sève. Alors, depuis la dernière décennie, nous avons utilisé de nouvelles technologies qui permettent de vérifier cela. Il faut voir que sur ces techniques de microscopie, pour faire ces observations, Martin Cani est obligé de couper ces segments de plantes, on coupe un segment de vigne et puis on l'observe au microscope. Le problème de la vigne, c'est que, je l'ai dit, c'est un modèle qui a été largement utilisé, mais pourtant c'est un piètre modèle pour l'étude de l'hydraulique des plantes. Pour 2 raisons. La première, c'est que les vaisseaux de cette plante sont très longs, et donc lorsqu'on coupe un segment de branche, les vaisseaux peuvent être ouverts de part en part, et d'autre part, le porte-greffe pose aussi plusieurs problèmes. Je reviendrai plus tard peut-être. Alors, la nouvelle technologie qu'on appelle la microtomographie au rayon X, c'est comme un scanner à l'hôpital, sauf qu'ici, il faut que ça soit beaucoup plus puissant, donc c'est des laboratoires de type synchrotron, comme ici le synchrotron de Grenoble ou le synchrotron de Soleil à Paris, permettent donc d'envoyer un faisceau de rayon X à très haute énergie et qui permet de scanner une plante intacte, sans la couper. Donc il ne peut pas y avoir de biais, d'artefacts liés à la coupe d'un segment. Et on peut voir à l'intérieur de sa plante, comme on lit à travers un livre. Et on voit ici, alors ici j'ai pris l'exemple du chêne, qu'à moins 1 mégapascal, donc qui est une sécheresse relativement modérée, l'ensemble des vaisseaux en gris ici sont pleins d'eau. Il faut que j'explique un petit peu peut-être. Ici, les rayons X sont absorbés par l'eau. Et lorsque les vaisseaux sont pleins d'air, ici en noir, vous pouvez le voir, il y a moins d'absorption et le contraste est très très fort. Et donc il faut aller à une sécheresse beaucoup plus importante, de l'ordre de moins 6 mégapascal, c'est-à-dire moins 60 bars, pour cette espèce de chêne, pour induire vraiment une cavitation significative au sein de la branche. Alors ces observations ont permis de réfuter les observations de Martin Cani et de proposer en fait un nouveau paradigme qui est que l'embolie ou la cavitation, que vous voyez en rouge ici, se produit uniquement lors de sécheresses sévères, c'est-à-dire c'est un événement rare, ça ne se produit pas tous les jours. Ce n'est pas un mécanisme, un événement routinier. Donc comment ça se produit? Vous avez soit l'apparition ici donc, de bulles d'air dans les vaisseaux qui les rendent impropres au transport de l'eau, que ce soit dans la tige, mais également aussi dans les nervures des feuilles. Ici, vous voyez cette bulle d'air qui a été observée avec un microscope ici, directement sur la nervure d'une feuille. Donc ces vaisseaux qui sont embolisés ne peuvent plus participer au transport de l'eau. Et lorsqu'on atteint 90% de cavitation, ça induit une mortalité des organes et de la plante. Et donc, comme on peut le constater sur ce graphique, la cavitation se produit toujours après la fermeture stomatique et la réduction de la transpiration. C'est postérieur. Alors, je l'ai dit, c'est un équilibre métastable avec la théorie de la tension-cohésion qui fait que l'eau qui s'évapore au niveau des pores des feuilles qu'on appelle les stomates va entraîner donc une montée de sève au sein de la plante qui va permettre l'absorption au niveau du sol. Et lorsque la sécheresse est trop importante, lorsque le potentiel hydrique chute, vous pouvez avoir une rupture de la colonne d'eau avec une apparition de bulles d'air. Alors ici, j'ai mis une question un petit peu provocatrice, puisque chez les arbres, nous savons tous que ce que je viens d'expliquer ici, ce paradigme a été observé pour toutes les espèces. Il y a une fermeture stomatique et une cavitation qui est rare. Or, chez la vigne,
on se pose la question, comment fonctionne cette plante, puisque de nombreuses études de nos collègues californiens, donc qui habitent à côté de chez vous, de votre société, montrent en fait que c'est une espèce qui est extrêmement vulnérable à la cavitation, qu'elle perd sa conductivité très rapidement. Donc ici, où il n'y a pas de stress, et quand on augmente vers la gauche, ici, le stress augmente. Ici, donc, on constate que 50% des vaisseaux cavités, ce qu'on appelle la P50, on l'observe à moins 0,3 mégapascal. C'est-à-dire que les stomates s'ouvrent le matin, pouf, 50% des vaisseaux se remplissent d'air, bien avant la fermeture stomatique. Donc, ce qui veut dire que cette plante, elle fonctionnerait tout le temps avec des niveaux d'embolie extrêmes, et donc la tige serait remplie d'air, il n'y aurait jamais d'eau. Or, ici, mais nous avons récupéré les données depuis 25 ans de mesures sur 2 cépages à cheval blanc, grâce à Kees van Leuven, et 2 cépages dans la Napa Valley, sur Syrah et Cabernet également, et on constate que les potentiels minimums au champ sont extrêmement négatifs. Dans tous les cas, on voit que ça atteint moins 2 mégapascal. Donc il y a des stress hydriques très marqués sur la vigne. Ce qui veut dire que ce moins 2 mégapascal, si vous le placez ici, on se trouve ici, donc ça veut dire que la plante serait à 100% de cavitation, et donc elle serait complètement sèche, et donc morte. Donc il y a bien un problème, et donc on peut se poser la question, notre compréhension du fonctionnement hydraulique de la vigne est-elle erronée? Donc première question, la vigne est-elle aussi vulnérable à l'embolie que ces études veulent bien le dire? Et si oui, parce que je pars du principe qu'ils ont raison, comment fait-elle pour réparer l'embolie, puisqu'il faut bien re-remplir ces vaisseaux avec le mécanisme qui est appelé le refilling, c'est-à-dire le re-remplissage des vaisseaux, via un mécanisme assez miraculeux qu'on a du mal à décrire. Alors, les premiers à s'être intéressés à cette question, c'est un collègue américain, Craig Bodensen, qui a utilisé donc la technologie synchrotron que j'ai décrite tout à l'heure, et il a constaté ici que la cavitation se produisait préférentiellement autour de la moelle, et puis qu'il y avait une propagation radiale ici au niveau de la tige. D'ailleurs, on le voit ici, d'abord les premières cavitations en bleu, puis en jaune, puis en rouge, donc ça gagne vers l'extérieur. Et il a montré dans cette étude ici qu'au début, il y a un seul vaisseau de cavité, puis ensuite, il y a plusieurs vaisseaux de cavité, et ce ne sont pas des nucléation spontanée, c'est-à-dire ce n'est pas l'apparition de bulles d'air dans chaque vaisseau, c'est bien une bulle d'air qui va passer de vaisseau en vaisseau. Et il a montré la communication ici, donc le premier vaisseau cavité en jaune, montre qu'il y a une connexion avec ce qu'on appelle des ponctuations entre les vaisseaux, qui fait que les bulles d'air peuvent circuler d'un vaisseau à l'autre pour les emboliser, les rendre impropres au transport de l'eau. Alors, c'est un travail pionnier qu'il a effectué en 2013 ici, mais il n'avait pas quantifié vraiment la vulnérabilité à la cavitation avec les mesures de potentiel hydrique, et c'est ce que nous avons fait ici dans notre groupe au synchrotron soleil. Donc nous avons pris des plantes que nous avons laissées dessécher, puis nous les avons scannées à plusieurs jours d'intervalle. Donc quand il n'y a pas de stress hydrique, vous voyez ici les vaisseaux sont difficiles à voir, parce qu'ils sont pleins d'eau. À moins 1 mégapascal, ce qui considère être un stress modéré pour la vigne, vous avez quasiment pas d'embolie, pas de cavitation, moins de 10%. Et il faut atteindre moins 1,7, moins 2 mégapascal pour voir 50% de cavitation au sein de la vigne. Donc ces observations directes sur plan intact et en temps réel montrent bien que la vigne est bien plus résistante en embolie que les études précédentes le montraient. D'ailleurs, nous avons ici obtenu les courbes de vulnérabilité et on voit qu'il n'y a pas de cavitation dans la tige avant moins 1 et que la cavitation ensuite augmente jusqu'à moins 2, moins 3 mégapascal. Sur ce graphique, on peut voir aussi que le pétiole des feuilles ici est beaucoup plus vulnérable. Donc on voit qu'il perd 50% de cavitation à moins 1, alors que la tige, il faut atteindre des pressions beaucoup plus négatives. Donc le pétiole étant plus vulnérable, ce qu'on appelle une segmentation hydraulique forte, qui fait que lorsqu'il y a un stress hydrique, il y a une perte des feuilles qui vont réduire la transpiration et limiter la chute de potentiel hydrique pour maintenir une intégrité de l'appareil vasculaire. Donc voici le premier résultat. Donc on s'est dit,
grâce à ces observations qui sont relativement longues à obtenir et coûteuses, avec les journées au synchrotron sont extrêmement chères. Donc nous avons identifié le problème, c'est que la vigne ayant des vaisseaux très longs, lorsqu'on coupe un segment, ça induit un biais qui fait qu'on surestime énormément la vulnérabilité à la cavitation. Et donc, nous avons développé un prototype qu'on a appelé le Cavi-1000, qui est une sorte d'énorme centrifugeuse d'1 mètre de long, qui permet de mesurer donc des espèces qui ont des vaisseaux jusqu'à 1 mètre de long. Donc, toutes les lianes, les espèces tropicales, mais également les chênes en Europe, notamment, qui ont des vaisseaux très très longs. Et donc, comme on peut le voir ici, Guillaume est extrêmement heureux de montrer qu'on peut obtenir une courbe en S, c'est-à-dire qu'une courbe sigmoïdale, ce qui est extrêmement important, vous allez le voir pour la suite. Donc, avec ce prototype, nous avons mesuré plus de 100 échantillons, comparé des cépages, comparé des porte-greffes, et caractérisé la vulnérabilité à la cavitation, et que je vais présenter brièvement ici. Donc, premièrement, vous voyez, les courbes sont toutes sigmoïdales, et elles ne sont pas exponentielle, comme je l'ai montré tout à l'heure, ici, donc où on avait une P50 autour de 0. Ici, on voit que la P50, la pression qui induit 50% de perte de conductivité, se trouve au-delà de moins 2 mégapascales. Et ça, pour tous les cépages, ici, vous avez un porte-greffe 110R, Grenache, Syrah. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, la pression qui induit 50% de perte de conductivité chez la vigne, c'est moins 2,7. On est très très loin des moins 0,3 et ceci est beaucoup plus cohérent par rapport au potentiel hydrique minimum mesuré au champ dans tous les vignobles à travers le monde. Deuxièmement, on a été très surpris par cela parce que cet effet ontogénique fort ici que je vais décrire n'existe pas chez les autres plantes, chez les arbres, en tout cas il est moins marqué. En vert, ici, vous avez les mesures qui ont été effectuées, donc les courbes effectuées en juillet. Et puis, les autres couleurs, c'est septembre et octobre, donc après l'ahoutement. Et on constate que les plantes sont de plus en plus résistantes à la cavitation. Et c'est de l'ordre de plus de 1 mégapascal. Donc, il y a un gain au cours de la saison en termes de résistance à la cavitation. Alors ensuite... ici, j'ai mis un petit graphique pour comparer quelques cépages. C'est un travail qui est en cours. On se donne l'ambition de mesurer au moins une 30aine de cépages dans les 2 ans à venir. Alors ici, les premiers résultats sur les 6 premiers que nous avons mesurés. Donc on voit qu'entre les 3 cépages qui sont Grenache, Régent et Syrah, il n'y a aucune différence de vulnérabilité à la cavitation. Les stomates de ces espèces-là se ferment exactement en même temps, et donc je pense que Guillaume reviendra tout à l'heure, mais on constate une absence de stratégie iso ou anisohydrique comme on peut le voir dans la littérature. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que les 3 porte-greffes, 110R, RGM et SO4, sont plus résistants à la cavitation, donc plus résistants à la sécheresse. On voit que pour induire 50% de perte de conductivité, il faut atteindre 3,2 mégapascales, alors que les autres sont déjà cavités à 2,7 à peu près. Cette différence paraît bénigne, mais non, en fait, c'est très important. Quasiment 1 mégapascal, c'est une différence qui a des répercussions fortes sur la résistance à la sécheresse. Donc, on n'a pas de différence entre cépages, mais des différences avec les porte-greffes. Alors, maintenant qu'on a réussi à montrer que la vigne était très résistante, n'était pas très vulnérable à la cavitation, on va dire, est-ce qu'elle est capable de réparer les vaisseaux embolisés? Alors ça, c'est une théorie qui date de plus de 15 ans, qu'on appelle le refilling, qui vient d'un laboratoire américain, Harvard, et qui considère en fait que certaines espèces sont capables, grâce à une concentration en sucre, à re-remplir leur vaisseau par un mécanisme qui est un petit peu miraculeux. Alors ici, nous avons mesuré des plants bien hydratés. Nous les avons laissés se déshydrater au soleil sans les arroser. Et puis, nous les avons réarrosés. Et puis, entre-temps, nous les avons scannés au niveau de la tige au synchrotron avec des rayons X. En bleu, ce sont les vaisseaux remplis d'eau, et en rouge, les vaisseaux remplis d'air. Alors, on constate quoi? On constate que les contrôles, ils fonctionnent bien, que ce soit le matin ou le midi, ils sont toujours pleins d'eau, et puis il n'y a pas de variation, il n'y a pas de cavitation journalière. Par contre, au bout de quelques jours de déshydratation, et quand on atteint des potentiels très négatifs, ici nous avons atteint moins 2 mégapascales, on s'aperçoit que quasiment 50% des vaisseaux sont remplis d'air. Ils ne fonctionnent plus.
Et ensuite, nous avons réarrosé. Et là, nous avons attendu des jours et des jours avant de pouvoir observer finalement le mécanisme de refilling, c'est-à-dire des vaisseaux qui se remplissent. Mais ici, nous avons constaté que ce refilling ne se produisait uniquement lorsque le potentiel hydrique de la plante était au-dessus de 0. Le refilling ne se produit jamais sous tension. Et donc, il faut attendre qu'il y ait une poussée racinaire assez forte pour que finalement, les bulles d'air soient chassées par poussée racinaire. Donc, le refilling existe chez la vigne, mais jamais sous tension. Ça veut dire que ce mécanisme ne pourra jamais réparer des vaisseaux lors d'une sécheresse au mois d'août et qu'il se produira plutôt préférentiellement en sortie d'hiver lorsqu'il y a peu de feuilles et pas de transpiration. Donc c'est un mécanisme qui est relativement rare. Mais encore une fois, ce n'est pas très grave puisque la vigne ne cavite pas tous les jours. Donc elle n'a pas besoin de réparer ses vaisseaux de façon quotidienne. Enfin, un dernier résultat qui vient du même laboratoire d'Harvard qui a repris une technique qu'on appelle la technique optique, qui a été développée par un collègue australien, Tim Brodribb, et qui consiste à observer la prolifération, la propagation des bulles d'air au sein des nervures des feuilles, en direct, avec une sorte de microscope. On peut observer ici, vous voyez, donc les nervures, et donc lorsqu'il y a une couleur, c'est qu'une cavitation, une bulle d'air est arrivée dans le vaisseau et l'a embolisé. Et donc ici, il confirme qu'en bleu, ici, vous voyez les courbes de vulnérabilité à la cavitation, elles ne sont pas à moins 0,3, mais les feuilles aussi sont beaucoup plus résistantes que prévu, avec des P50 autour de moins 1,8, moins 2 mégapascales. Donc les feuilles sont aussi résistantes à la cavitation. Et ici, il montre que, ça c'est la fermeture des stomates, que la cavitation se produit toujours après, et bien après, la fermeture des stomates. Donc lors d'un stress hydrique, les stomates se ferment, la transpiration diminue, elle atteint 0, et ce n'est qu'après, par transpiration cuticulaire, à travers la cuticule, qu'il y a encore des pertes d'eau qui vont induire une chute de potentiel hydrique qui va induire de la cavitation. Ceci est donc rare et uniquement lors de sécheresse sévère. Alors, je crois que j'ai atteint le temps, on m'a dit de faire assez vite. Donc, une conclusion, c'est que 340 ans plus tard, finalement, la même observation que Grou avec son premier microscope, avec le synchrotron, on peut faire de l'observation 3D. Donc, on voit exactement la même chose, sauf que je conseille de changer de paradigme et de considérer que la vigne est bien résistante à l'embolie. C'est une plante qui résiste à la sécheresse. On ne constate pas de différence entre les cépages qu'on a étudiés, mais il faut qu'on en explore plus. Mais on avait pris des extraits, mais on ne voit pas du tout de différence. Notamment, je ne l'ai pas mis ici, mais entre Cabernet Sauvignon et Syrah, il n'y a pas de différence de vulnérabilité à la cavitation. Il n'y a pas d'embolie quotidienne. La cavitation se produit, je l'ai dit plusieurs fois, lors de sécheresses sévères. Et la vigne n'est pas capable de réparer l'embolie sous tension. Et enfin, je l'ai dit, les pétioles des feuilles cavitent préférentiellement, donc c'est les parties périphériques qui cavitent en premier, parce qu'elles sont plus vulnérables, et donc il y a une chute de la surface foliaire qui va réduire la transpiration et maintenir le potentiel hydrique, et donc préserver l'intégrité hydraulique de la tige. Et ceci aussi corrobore bien en fait les observations qui ont été faites chez Cheval Blanc, où les potentiels minimums qui ont été mesurés sont autour de moins 2 mégapascales. Et après cette valeur-là, il n'y a plus de feuilles pour faire de mesures. Donc il y a bien une perte de la surface foliaire lors d'un stress hydrique. Voilà, donc je souhaiterais remercier toute l'équipe qui ont participé à ces mesures, notamment au synchrotron, avec les collègues de l'INRA ici, les collègues allemands et les collègues australiens et américains qui travaillent maintenant à Bordeaux d'ailleurs pour celui-ci, qui est dans la salle, et les deux postdocs qui ont donné beaucoup de leur temps pour effectuer ces mesures. Voilà. Et puis on voit aussi le jus extrait de la centrifugation lors du synchrotron. Et alors c'est pas du cru classé, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Merci. Donc, il n'y a pas de question derrière toi, mais moi j'en ai une. C'est d'abord génial. Super comme résultat. Mais en fait, ce que tu montres, c'est que finalement, les pluies et l'irrigation,
ben, finalement, ça ne fait que modifier l'activité photosynthétique. Sauf cas extrême où on a atteint des niveaux de conductance stomatique qui sont très très faibles. Mais le rôle de l'apport de l'eau pendant la saison, finalement, ça ne fait que remonter la conductance stomatique, donc ça joue sur la photosynthèse. On répare pas l'hydraulique de la vigne. Oui, alors si on est capable d'irriguer le système, donc c'est le cas des vignobles, effectivement, la cavitation, on n'en verra jamais. Voilà. Dans les milieux naturels, la cavitation se produit et c'est ce qui induit de la mortalité. La cavitation n'induit pas une baisse de rendement, hein. Enfin, au bout d'un moment, la cavitation induit une mortalité. Donc c'est vraiment une problématique très différente. Donc ce que je dis, c'est qu'à Bordeaux, à l'heure actuelle, de la cavitation au champ, ça peut se produire lors d'années extrêmement sèches, mais certainement pas cette année, par exemple, où même s'il a fait sec pendant 2 mois. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et puis après, il faut regarder aussi, il y a des interactions avec, par exemple, des agents biotiques, comme les agents vasculaires, qui peuvent induire aussi une perte de conductivité et aggraver les effets sécheresse. Si on a, par exemple, des pathogènes vasculaires qui obstruent les vaisseaux alors qu'on est à 30% de cavitation lors d'une sécheresse extrême, ou juste après, par exemple, ça peut conduire à la mortalité d'organes ou voire de dépérissement de la plante. Voilà. Mais ça, certainement pas quelque chose de routinier. C'est quand même un gros coup de pied dans la fourmilière, parce qu'aujourd'hui, l'idée reçue numéro 1, c'est qu'on gère le statut hydrique pour préserver l'intégrité hydraulique de la plante. Alors qu'en fait, ce que tu montres, c'est qu'on maintient l'activité de la plante, mais on ne maintient pas son intégrité hydraulique. Là, je parlais de la tige. Ouais. C'est-à-dire, par contre, la cavitation dans le pétiole, là, ça se produit sans doute tous les ans. Mais ça ne touche pas l'intégrité hydraulique de l'appareil vasculaire dans le bois. Par exemple, là, sur les données sur cheval blanc, on le voit quasiment tous les ans. Alors, Guillaume a analysé les données, il les a regardées de plus près, mais quasiment tous les ans, on atteint moins 2 mégapascales, voire des fois moins 2-3. Je crois que c'est le potentiel minimum qui a été observé, ce qui veut dire qu'il y a de la cavitation au niveau du pétiole. Ce que les observateurs qui ont fait les mesures ont d'ailleurs dit qu'à partir de cette valeur-là, il n'y avait plus de feuilles pour faire les mesures. Donc le stress hydrique joue sur la surface foliaire, c'est indéniable, mais pas sur la cavitation au sein du bois, des vaisseaux. Ouais, ça va avoir beaucoup de conséquences sur la gestion de l'eau au niveau mondial, ces résultats. Merci beaucoup pour votre exposé. Je me demandais si vous aviez eu l'occasion d'observer des plants qui avaient été soumis régulièrement à de la cavitation et les éventuels liens qu'on pouvait faire avec les phénomènes de dépérissement. Donc la régularité de la cavitation, l'absence éventuelle de refilling, vous disiez qu'il fallait vraiment beaucoup d'eau, et les conséquences sur le dépérissement. Alors, moi, comme on m'a présenté, je ne travaille pas sur la vigne, je travaille parce que la vigne m'intéresse, donc c'est une plante modèle que j'étudie dans le laboratoire, mais sinon je ne travaille pas dans les vignobles. Donc je sais qu'il y a des dépérissements qui peuvent aller jusqu'à 5 à 10% de mortalité de plants à l'hectare qui ne seraient pas remplacés. Je crois que c'est ce que j'ai lu dans le bilan du plan de dépérissement qui a été fait cette année. Il faudrait, je crois qu'il n'y a aucune mesure qui a été faite pour savoir si il y a de la cavitation dans ces plants ou pas du tout. Est-ce que c'est uniquement des maladies vasculaires? Pour le moment, je crois qu'aucune mesure n'a été réalisée et donc on n'a aucune idée, je pense.